Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 15 octobre 2025, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako où 35 degrés sont attendus comme température maximale. Au cours de la journée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui 15 octobre la journée internationale des femmes rurales. Couplée à la journée internationale de l'alimentation, cette journée est placée sous le thème « Investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique ». Les femmes rurales qui jouent un rôle crucial dans l'atteinte de l'objectif de la sécurité alimentaire dans notre pays. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 15 octobre 2025, la loi 2014-049 portant principes fondamentaux de la création de l'organisation et du contrôle des services publics après une décennie d'application est en cours de relecture pour l'adapter aux exigences du moment. La réforme prend en compte, entre autres, certaines difficultés liées à la cohabitation entre les services d'audit interne et les services d'inspection. Et puis le nombre de directions devrait passer de 5 à 8 dans les départements ministériels. Un atelier qui s'est réuni depuis hier devrait procéder à la validation des éléments de cette réforme. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui le nécessaire changement de paradigme dans la gouvernance des risques de catastrophe. Enfin en sport, tournoi U17 de la zone A de l'UEFOA, qualificatif pour la CAN U17 Maroc 2026. Les demi-finales commencent aujourd'hui avec 2 matchs au stade Mamadou Konaté. Les Aiglonnais sont opposés à la Guinée. Auparavant, le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau. L'enjeu, c'est non seulement la finale, mais la qualification pour la CAN U17. Enfin, éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les derniers matchs de la dernière journée se jouaient hier. 3 nouveaux pays se qualifient pour la compétition. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridjou Matina. Voilà pour le sommaire. Nous commençons cette édition par la célébration de la Journée mondiale de la canne blanche. L'Union malienne des aveugles, UMAV, reconnaissante au Premier ministre, chef du gouvernement, son président Adi Bari a remis hier une canne blanche au journal de division Ablaye Maïga. L'Union veut mettre ainsi le chef du gouvernement à contribution pour la sensibilisation au respect de la canne blanche dans la circulation routière. Le Premier ministre a promis d'accompagner l'Union malienne des aveugles dans cette mission. Là-dessus, le reportage de Mamari Kone et Ali Outouré. Outil indispensable à l'autonomie, à la mobilité et à la sécurité des personnes handicapées visuelles, la canne blanche permet d'attirer l'attention des usagers de la circulation routière sur la présence d'une personne qui a un déficit visuel. La célébration de la journée de la canne blanche le 15 octobre s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette journée est mise à profit par le président de l'Union malienne des aveugles pour remettre symboliquement une canne blanche à une personnalité ou à une structure qui s'est fait distinguer dans la défense des intérêts des personnes handicapées en général et ceux des non-voyants en particulier. Cette année, le Premier ministre régional de division Abdoulaye Maïga s'est vu décerner la canne blanche, une attestation de reconnaissance pour les efforts consentis en faveur des personnes handicapées et une copie de la Convention des droits des handicapés pour vulgarisation. Selon le président de l'UMAV, entre 2020 et 2025, on note 50 cas d'accidents de circulation à cause du non-respect de la canne blanche. Adi Bari, président de l'Union malienne des aveugles. Nous avons bien voulu remettre cette canne blanche au Premier ministre pour magnifier les efforts de toutes les autorités à l'endroit non seulement des couches défavorisées, mais surtout des personnes vivant avec handicap visuel. Nous attendons de lui son engagement afin de nous aider dans la sensibilisation du respect de la canne blanche. Nous attendons de lui son implication pour une large scolarisation des enfants handicapés. Nous attendons de lui son implication pour l'organisation du festival Andy Festival. Nous attendons de lui pour la sécurisation de notre cours. Nous attendons de lui la mise en place du comité de suivi des droits des personnes handicapées et d'une politique nationale d'éducation inclusive. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué cette initiative de l'UMAV. Il a assuré que les doléances formulées par l'Union sont en cours de traitement. Le chef du gouvernement a exprimé son soutien et ajouté que le gouvernement entend accompagner l'UMAV dans le cadre de la sensibilisation autour de la canne blanche.
Je vous l'annonçais en titre, élaborer un avant-projet de loi portant principes fondamentaux de la création de l'organisation et du contrôle des services publics. C'est le but de l'atelier qui se tient au CICB. Il s'agit pour les participants de valider le rapport provisoire de la mission d'évaluation de la loi existante afin de l'adapter au contexte et aux besoins des utilisateurs de cette loi. L'atelier regroupe les cadres des cabinets ministériels et des autorités administratives indépendantes. Les détails avec Alousseni Touré. La loi numéro 2014-049 portant principes fondamentaux de la création de l'organisation et du contrôle des services publics est jugée aujourd'hui obsolète. Aussi, il a été entrepris de la réviser, d'où la mise en place d'une mission d'évaluation pour entreprendre des consultations inclusives destinées à recueillir les avis des cadres des structures concernées. Mamadou Dambélé, commissaire au développement institutionnel. La loi 2014-049 est une loi cadre qui s'occupe essentiellement de la création, de l'organisation des services publics. À ce titre, cette loi-là, elle date de 2014. Elle a été au fil des ans vidée quelque part, on peut le dire, de son essence. Il fallait procéder à sa relecture et en faire une loi un peu plus coercitive. Bakary Traoré, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Après plus d'une décennie d'application de la loi portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics, il est apparu nécessaire de procéder à sa relecture pour résoudre les difficultés liées, entre autres, à la cohabitation des services d'audit interne avec les services d'inspection, aux critères d'érection d'une direction nationale en direction générale, à l'inadéquation des cadres organiques quant à l'évolution des services et aux besoins des usagers, à la non-prise en compte de certaines catégories de services dans la typologie des services publics, à la non-prise en compte de certaines questions dans les domaines d'intervention des autorités administratives indépendantes. Pour bien exécuter cette tâche, un bureau de consultation a été sélectionné. Celui-ci a travaillé conjointement avec le comité de suivi et les personnes concernées. À la suite du présent atelier de validation, les modifications convenues seront portées au document avant son adoption. Mori Moussa Konaté, consultant. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été apportées dans ce nouveau projet de texte, notamment en ce qui concerne le cabinet du ministre et du ministre délégué. En plus aussi, le nombre de directions qui était limité à 5, donc on est allé à 8 directions. Nous avons aussi identifié que dans l'ancienne loi, il y avait la non-cohabitation des services d'audit avec les services d'inspection. Nous avons éclairci ce point. Également, cette loi ne prenait pas en compte certaines autorités indépendantes. Donc, nous avons inséré ces autorités indépendantes. Avec ce genre d'initiative, l'on peut d'ores et déjà affirmer que la modernisation de notre administration est en marche. Autre titre de l'actualité de ce matin, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui 15 octobre la Journée internationale des femmes rurales, couplée à la Journée internationale de l'alimentation. Cette journée est placée sous le thème « Investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique ». À cette occasion, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a fait une déclaration. Elle met l'accent sur les enjeux de la journée et les grands défis liés à l'autonomisation des femmes rurales. Je vous propose d'écouter un extrait du message de Diarra Dieneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elle est au micro de Sekona Kamisogo. Nous célébrons la Journée internationale des femmes rurales et la Journée mondiale de l'alimentation à Wenzendougo, dans la commune rurale du Manding. C'est l'occasion de mettre à l'honneur celles qui nourrissent nos familles, protègent nos sols et préservent notre biodiversité. Il s'agit des femmes rurales du Mali. Au Mali, le thème national pour célébrer la Journée internationale des femmes rurales que nous avons choisi est clair et ambitieux. Investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique. Cette célébration conjointe est une volonté manifeste des plus hautes autorités de témoigner leur engagement envers le monde rural en général et les femmes rurales en particulier. Elle se veut également une prise de conscience de toutes les parties prenantes pour non seulement renforcer le cadre légal, combattre les normes socio-culturelles restrictives et les inégalités de genre, mais aussi pour permettre aux femmes rurales d'avoir les moyens de décider, d'agir et de transformer leur environnement à travers l'accès à l'éducation, à la formation, à la terre, aux droits fonciers, aux intrants écologiques, aux technologies agricoles adaptées, aux ressources économiques, aux marchés et aux espaces de gouvernance. Cette célébration vise
à valoriser les efforts, les initiatives et les solutions agroécologiques portées par les femmes rurales pour faire face aux effets du changement climatique. Encourager les investissements publics, privés et communautaires en faveur de l'agroécologie féminine et de contribuer à sensibiliser le grand public, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement autour de la thématique. Voilà la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à l'instant. Diarra Djeneba Sanogo était au micro de Sokona Kamisego. La page AES dans un instant. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso où un compagnon d'armes du père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, retrace la vie et l'engagement du défunt président pour le Burkina dans un livre de 329 pages. La cérémonie de dédicace de l'œuvre Capitaine Thomas Sankara à la découverte d'un leader charismatique de l'adjudant-chef-major Abdrahmane Zetiyenga a eu lieu hier à Ouagadougou. Une dédicace en marge de la commémoration le 15 octobre aujourd'hui du triste anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. De Ouagadougou, les précisions de Rifine Winimi Dipama de la Radio nationale du Burkina Faso. L'œuvre Capitaine Thomas Sankara à la découverte d'un leader charismatique est de couverture rouge. La photo du capitaine en fond blanc sur la première page. À travers cette œuvre de 329 pages, l'auteur dit donner sa part de vérité sur la vie de l'illustre disparu. Un devoir de redevabilité pour lui en tant qu'indisciple à son mentor. L'adjudant-chef-major Abdrahmane Zetiyenga, compagnon d'armes du capitaine Thomas Sankara. Comme le titre l'indique, à la découverte d'un leader charismatique, c'est mieux connaître l'homme. Parce que beaucoup de gens n'ont connu l'homme que peut-être sous la Révolution, peut-être un peu avant, ceux qui ont peut-être fait l'enfance et autres avec lui. Mais nous qui avons vécu particulièrement avec lui, il était quand même nécessaire qu'on puisse quand même parler de lui, parce que il n'a pas été révolutionnaire seulement sous la Révolution. Nous avons vécu vraiment ces moments historiques, la Révolution avec lui à Pau, et ce qui fait que je ne fais que retracer vraiment son parcours depuis son enfance jusqu'à son entrée dans l'armée, où en tout cas fait parler de lui à tous les niveaux. Une œuvre de belle facture qui pourrait inspirer surtout les jeunes en quête de repères. À travers sa lecture, on arrive quand même à plonger dans l'histoire pour recueillir quand même un certain nombre de choses qui peuvent être bénéfiques pour la jeunesse. Et dans la mesure où le capitaine Thomas Sankara est un homme exemplaire, un homme de justice, un homme de paix. À travers cette œuvre, je pense que la jeunesse pourra s'en inspirer. L'œuvre Capitaine Thomas Sankara à la découverte d'un leader charismatique est disponible sur le site du mémorial au prix unitaire de 15 000 francs CFA. À la cérémonie de dédicace du livre, invite a été faite à ceux qui détiennent des vérités non encore révélées à les transcrire afin de rétablir les faits sur la vie de Sankara pour la postérité. Puis le second volet de l'actualité AES qui nous conduit au Niger, où Niamey vient d'abriter l'ouverture d'un forum consacré à la continuité des activités pédagogiques dans la région de Tillabéri. Présidée par la ministre de l'Éducation nationale, cette rencontre réunit des acteurs clés du secteur éducatif pour échanger sur les défis et les stratégies à adopter afin de garantir l'accès à une éducation de qualité, malgré le contexte sécuritaire difficile dans la région. De Niamey, les explications de Madienta Dam Malam de la Voix du Sahel. Comme vous le savez, la région de Tillabéri est confrontée depuis plusieurs années à des défis sécuritaires. C'est par ces mots que la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a planté le décor du forum consacré à la continuité des activités pédagogiques dans la région de Tillabéri. En novembre 2023, un premier forum du genre s'était tenu dans la capitale du fleuve afin d'examiner les voies et moyens de garantir la continuité des enseignements dans un contexte sécuritaire difficile. 2 ans après, les résultats sont jugés encourageants par la ministre Elisabeth Chérif, qui salue les efforts soutenus du gouverneur de la région, ainsi que l'engagement de l'ensemble des acteurs impliqués. Le nombre d'écoles fermées enregistrées entre 2021 et 2022 était de 859. Il est de 146 entre
2023 et 2025. Il nous tient également de saluer la résilience des populations, ainsi que le dévouement des enseignants, le courage des élèves et la collaboration des partenaires sociaux qui ont permis le bon déroulement de ces 2 dernières années scolaires et l'organisation des examens de fin d'année. Aux yeux du gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Mena Boukar, cette rencontre suscite l'espoir qu'elle permettra de relever les défis auxquels la région est confrontée. Nous osons espérer que les engagements, résolutions et recommandations qui seront adoptés au cours de cette rencontre permettront de relever les défis qui se posent à la région. Nous souhaitons que les échanges fructueux qui seront menés au cours de ce forum permettront à tous les enfants de la région de Tillabéri de passer une année scolaire calme dans un environnement sécurisé. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, a conclu en souhaitant que cette année soit placée sous le sceau d'une paix durable et d'une prospérité éducative pour les enfants de Tillabéri en particulier et ceux du Niger en général. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES pour évoquer la présidentielle en Guinée-Bissau. Le principal opposant a été exclu d'une liste provisoire des candidatures validées. En effet, l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira ne pourra pas se présenter au scrutin du 23 novembre prochain. Après une décision de la Cour suprême, la haute juridiction a en effet retenu une liste provisoire de 12 candidats pour le scrutin du 23 novembre, selon le communiqué publié lundi. Sur 14 dossiers présentés, 12 ont été validés, dont ceux du président Oumaro Sissoko Embalo et d'un ancien président Jouzier Marioas, un candidat s'est désisté. Madagascar, des militaires qui ont rallié le mouvement de contestation annoncent prendre le pouvoir. Cette annonce intervient juste après un vote de l'Assemblée nationale destituant le président Angela Joël, contesté dans la rue et reclus dans un lieu inconnu. Le nouvel homme fort de Madagascar est le colonel Michael Randrianir. Les militaires annoncent mettre en place un comité composé d'officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Ce comité qui doit assurer le travail de la présidence sera également constitué de hauts conseillers civils. Un gouvernement civil sera installé pendant que l'Assemblée nationale pourrait continuer à travailler. Mexique, au moins 64 morts et 65 disparus après une semaine de pluie torrentielle. Le nombre de décès et de dégâts les plus importants se concentre principalement dans les États de Veracruz, dans l'est du pays. Dans la région montagneuse d'Hidalgo, un pont aérien a été mis en place pour secourir les populations isolées en raison des routes coupées par l'eau. De nombreux vols sont nécessaires pour pouvoir fournir assez de nourriture et d'eau, selon les autorités mexicaines. Intelligence artificielle, Google annonce un investissement de 15 milliards de dollars en Inde. Le géant du numérique a annoncé l'installation d'un centre de données voué à l'intelligence artificielle dans le sud de l'Inde, pays le plus peuplé au monde. Ces derniers mois, l'Inde a attiré plusieurs acteurs majeurs du secteur de l'intelligence artificielle, séduit par le plus grand marché de la planète quant à la population. Quelques 900 millions d'Indiens sur un total de 1,5 milliard utilisent régulièrement Internet à titre privé ou dans le cadre de leur profession selon les dernières estimations du secteur. La page sport dans un instant. En football, le week-end sera marqué sur le continent par les rencontres du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et nos deux représentants, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC, seront tous en déplacement. Fin hier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les 9 qualifiés devant représenter le continent ainsi que les 4 barragistes sont connus. Tournoi UFOA des moins de 17 ans que notre pays abrite. Les demi-finales sont prévues aujourd'hui. La synthèse de la qualité sportive, c'est avec Ali Djoumatina. Football, tournoi UFOA U17 qui se déroule au Mali. Les demi-finales sont au programme ce mercredi à 16h. Au stade Mamadou Konaté, la première demi-finale oppose la Guinée-Bissau qui a fini première du groupe A avec 7 points au Sénégal qui s'est classé deuxième du groupe B. Et à 19h, toujours au stade Mamadou Konaté, en seconde demi-finale, la Guinée-Conakry, première du groupe B, sera face au Mali qui a fini deuxième du groupe A avec 5 points. Les deux vainqueurs des demi-finales décrocheront leur ticket pour la prochaine phase finale de la CAN des cadets.
Les deux équipes perdantes des demi-finales s'affronteront en match de classement pour obtenir le 3e ticket qualificatif. À suivre ce mercredi, ces 2 demi-finales sur la radio nationale. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, on connaît désormais les 9 qualifiés du continent ainsi que les 4 meilleurs deuxièmes des 9 poules qui vont jouer les barrages. Hier, à l'issue des dernières rencontres de la 10e et dernière journée, les Lions de la Teranga du Sénégal dans le groupe B, les Éléphants de Côte d'Ivoire dans le groupe F et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud dans le groupe C ont obtenu leur billet pour la grande messe du football mondial. Ces 3 pays rejoignent ainsi le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana et le Cap-Vert qui s'étaient déjà qualifiés. S'agissant des 4 meilleurs deuxièmes qui vont disputer les barrages africains, nous avons les Panthères du Gabon 19 points, les Léopards de la RD Congo 16 points, les Lions indomptables du Cameroun 15 points plus 9 et les Super Eagles du Nigeria qui dépassent in extremis les étalons du Burkina Faso avec un but de différence. Le Nigeria compte 15 points plus 7 alors que le Burkina Faso enregistre 15 points plus 6. Ces barrages sous forme de demi-finale directe se joueront au mois de novembre prochain au Maroc. Et le vainqueur jouera un autre barrage intercontinental à l'issue duquel l'unique ticket qualificatif sera connu. De façon générale, pour le moment, après cette fenêtre FIFA, 28 pays sont qualifiés pour le mondial. Zone Europe, l'Angleterre, première équipe qualifiée sur 16 places directes. Zone Afrique, nous avons les 9 qualifiés. Zone Asie, 8 places directes, 8 qualifiés, entre autres le Japon, la Corée du Sud, le Qatar, l'Australie, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Zone CONCACAF, 6 places directes, 3 qualifiés pour le moment, les pays co-organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Zone Amérique du Sud, 6 places directes, 6 qualifiés, à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie et le Paraguay. Enfin, zone Océanie, une place directe enlevée par la Nouvelle-Zélande. Compétition africaine des clubs, les rencontres allées du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération se jouent ce week-end un peu partout à travers le continent. Concernant nos 2 représentants, ils seront tous en déplacement. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako joue dimanche à Mauritanie chez le FC Nouadhibou. Ce même dimanche, le Djoliba Athletic Club, en Coupe de la Confédération, sera l'hôte de l'USFA du Burkina Faso. Les matchs retour de nos 2 clubs sont prévus la semaine suivante à Bamako. Chronique de l'environnement. La journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes est célébrée chaque 13 octobre. Cette année, le monde entier réfléchit autour d'un thème fort, financer la résiliation par les catastrophes. Au Mali, la Direction générale de la protection civile appelle à un changement de mentalité dans la gouvernance des risques. Gouvernance et vision stratégique, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Selon colonel Cheikh Fantambadi Kone, point focal national réduction des risques et catastrophes et coordinateur du projet Hydromet Mali, ce thème, financer la résilience par les catastrophes, invite à repenser les priorités nationales. Financer la résilience par les catastrophes est un thème global décidé par l'UNHCR, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et catastrophes. Il s'agit d'un thème qui est essentiel et important pour tout le temps. Normalement, ce thème devrait être ajouté à toutes les thématiques de chaque année pour qu'on puisse penser effectivement à financer la résilience et non pas les catastrophes. Donc, le sens que nous donnons, c'est de renforcer la culture de la résilience, c'est de renforcer la culture des actions anticipatoires, c'est de faire suivre les textes réglementaires en matière d'urbanisation, en matière de gestion des risques et des catastrophes dans chaque pays. Pour notre interlocuteur, la gouvernance nationale de la réduction des risques repose sur la coordination entre plusieurs acteurs. La gouvernance actuelle au niveau national de la réduction des risques et catastrophes est organisée tout autour d'une plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes, laquelle est créée depuis 2006 par décret pris en Conseil des ministres, qui est subordonnée à un comité interministériel de gestion des risques et des catastrophes présidé par le Premier ministre. Donc la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes est l'organe unique d'échange et de concertation en matière de risques, de gestion et de catastrophes en République du Mali. Donc elle est également reconnue par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes, UNHCR. Une gouvernance concertée, mais qui nécessite davantage d'engagement budgétaire et de planification sur le long terme. Colonel Cheikh Fantambadi Kone, point focal national réduction des risques et catastrophes,
coordinateur du projet Hydromet Mali. Les principaux défis à relever pour faire la réduction des catastrophes et le financement de la résilience, une priorité nationale reste encore l'implication d'un certain nombre d'organisations, notamment la société civile, les organismes d'assurance et de réassurance, les banques, qui aussi sont une grande frange nécessaire pour le financement de ces activités-là. Nous avons déjà des assurances qui sont mises en place sur le plan global, qui nous permettent d'activer certaines choses, notamment en cas de CCRH, comme on l'appelle couramment l'assurance ARC, African Risk Capacity, qui est une mutuelle panafricaine d'assurance en matière de réduction des catastrophes, dont la CCRH. Et nous sommes en train de travailler de sorte que nous puissions avoir d'autres types d'assurances autour des inondations, autour des accidents graves, autour des épidémies. Pour le colonel Koné, investir dans la résilience, c'est bâtir un Mali plus prévoyant, plus solidaire et plus sûr face aux aléas climatiques et aux catastrophes humaines. Voilà, à cette heure passée de 26 minutes à Kassaro, dans la région de Kita, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en œuvre, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. D'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Soumaïla Sissé, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.